Donc aujourd'hui, on va parler des projets en énergie renouvelable en Afrique et certains enjeux juridiques. L'Afrique, c'est une photo, c'est un immense potentiel, un immense territoire. Les besoins en énergie à l'échelle mondiale augmentent et encore plus dans les pays émergents où est-ce que la population augmente d'une manière importante et en plus que les industries sont très friandes d'énergie. Donc le potentiel est là. J'irais une domination assez importante sur des gros projets en hydroélectricité, des projets photovoltaïques solaires, des projets éoliens. Et c'est de ce type de projet qu'on va parler aujourd'hui. D'accord? Alors, quelle est la différence avec un financement de projet ou ce type de projet? C'est que pour mettre à jour ces projets, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde, ces projets, en général, pour produire de l'électricité, coûtent très cher. Alors, avant, on passait souvent des projets d'une bonne centrale de charbon qui ne coûte pas très cher, qui peut produire beaucoup d'électricité. Et maintenant, les gens sont très conscients des problèmes sur le climat et d'avoir une belle image en faisant des projets d'énergie renouvelable. Comme ce sont des projets qui coûtent cher et qu'on espère qu'ils ont une durée de vie assez importante, ceux qui vont être derrière les projets, c'est rare ceux qui peuvent dire on va payer un barrage hydroélectrique de notre poche. Et ça, c'est vrai tant pour les gouvernements que pour les sociétés privées. Alors, je dirais un modèle qu'on voit un peu à l'échelle mondiale, c'est que les gouvernements vont ouvrir dans certaines juridictions les possibilités de développer ce type de projet pour attirer des investisseurs. Les investisseurs vont regarder le climat d'une juridiction, voir si c'est un climat propice à faire des investissements, vont regarder naturellement le potentiel en énergie renouvelable, que ce soit éolien, hydraulique ou autre. Et par la suite, lorsqu'ils décident de donner un feu vert, de dire que oui, effectivement, il y a un appétit d'un gouvernement et qu'il y a un intérêt des promoteurs de développer un projet, avant de passer naturellement, de faire tout le projet, comme c'est des projets qui coûtent relativement très cher, la norme, c'est que les promoteurs vont se tourner vers une pratique de financement de projet. D'accord? Qu'est-ce qu'un financement de projet? Parce que, je dirais, il y a des règles, je dirais, de base qui disent que pour faire un projet d'1 mégawatt, on parle d'1,5 million, 2 millions de dollars pour faire un projet. Alors, lorsqu'on parle des projets de 100 mégawatts, on peut parler de 150, 200 millions facilement, et ça peut aller sur des barrages en hydroélectricité, ça peut être encore plus élevé, dépendant de la complexité du barrage. Photovoltaïque était assez cher, mais les prix sont en train de diminuer. Alors, j'aimerais juste, parce que tout l'axe de la présentation, il faudrait juste à la base comprendre qu'est-ce qu'un financement de projet. Donc, je vais parler du financement de projet, des différents acteurs, parce que c'est ce qui va nous pousser après à regarder les différents éléments, les différents problèmes qu'on peut avoir en Afrique. Et je vais vous soulever que dans certains cas, on a les mêmes problèmes au Canada. Mais à la base, qu'est-ce qu'un financement de projet? Contrairement à des financements corporate, c'est-à-dire que les banquiers vont regarder le bilan d'une compagnie et basé sur les états financiers, ils vont dire est-ce qu'on peut prêter oui ou non à une compagnie. Le financement de projet, les prêteurs vont regarder un projet. Et le but du projet, c'est de savoir est-ce que le projet va être capable de générer suffisamment de revenus une fois qu'il va être mis en exploitation pour pouvoir rembourser la dette. Donc, pour les prêteurs, ils vont regarder plusieurs choses. Ils vont vraiment regarder l'aspect construction parce qu'il faut s'assurer qu'il va pouvoir avoir suffisamment, qu'il n'y aura aucun problème pour que le projet puisse être mis en opération. Parce qu'une fois qu'il est mis en opération, il va pouvoir générer des revenus. Une fois qu'il génère des revenus, il va pouvoir rembourser la dette. On entend souvent parler de recours, de financement recours limité. Pourquoi? Parce que dans l'œil des prêteurs, ils vont juste regarder le projet comme tel. Ils ne vont pas regarder les promoteurs. Alors, dans le cadre d'un projet type, d'un financement de projet, on voit ici, je ne sais pas si on peut voir avec le laser n'est pas très fort, mais vous voyez l'espèce de capsule projet d'énergie renouvelable. Les promoteurs qui vont être derrière cette société-là vont créer toujours une société unique, ce qu'on appelle un véhicule spécial, en anglais SPV, Special Purpose Vehicle. Donc, c'est toujours une société de projet qui est une coquille vide qui est créée, dans laquelle on va s'assurer que tous les actifs reliés au projet vont être isolés. D'accord? Derrière ces actifs, derrière ces sociétés de projet, il y aura des actionnaires, des promoteurs. Alors, ça peut être des compagnies, des Inergex, des Boralex ou autres,
qui vont, elles, créer une société de projet et les prêteurs, ils vont financer cette société de projet. Alors, on voit que les prêteurs, leur attention va être uniquement basée sur la société de projet. Et pour que l'attention fonctionne, pour que s'assurer que le projet puisse être là, il faut naturellement que ce projet puisse, une fois qu'il est construit, générer des revenus. Donc, il faut qu'il y ait un acheteur d'électricité. Parce que dans tous les projets d'énergie renouvelable, la clé, c'est de s'assurer qu'il y a un contrat d'achat d'électricité à long terme. Pourquoi à long terme? Parce que lorsque je vous ai mentionné il y a quelques minutes que c'est un financement à recours limité, les prêteurs vont regarder la capacité du projet à générer des revenus et à rembourser la dette. Dans le cas d'un projet en énergie renouvelable, les revenus, c'est quoi? C'est la vente d'électricité. Alors, ce qui va être clé, ce qu'on va vous parler un peu plus tard, ça va vraiment être l'aspect construction, de construire le projet, et l'aspect opération. Et dans l'aspect opération-exploitation, il faut s'assurer que l'électricité soit achetée, donc qu'il y ait un acheteur, au Québec, Hydro-Québec. Il faut également s'assurer que le projet puisse livrer l'électricité, parce qu'on fait un pas en arrière, on fait un projet dans une région éloignée en Afrique. Il faut s'assurer qu'une fois que le projet génère l'électricité, que l'électricité puisse être acheminée par une interconnexion à un réseau, parce que sinon, ça ne vaut pas grand-chose. Je mets un bémol là-dessus. C'est que dans certains projets qu'on voit en Afrique, s'il peut y avoir une compagnie, par exemple, une compagnie minière qui a beaucoup besoin d'électricité, eux peuvent avoir un intérêt d'acheter 100% d'électricité d'une centrale photovoltaïque, par exemple. Alors, derrière la société de projet, on voit qu'il y a des investisseurs qui sont les promoteurs, et après, on voit des sociétés d'exploitation qui vont, eux, opérer l'exploitation du projet. Est-ce qu'il y a des questions sur cette diapositive? Alors, pour que ce projet fonctionne, ce projet peut fonctionner uniquement si les prêteurs peuvent financer ce type de projet. Parce que, comme je vous le mentionnais, il n'y a aucune compagnie, très rare, qui vont vouloir payer sur leur bilan ce type de projet, surtout en Afrique. Alors, au Canada, vous allez avoir des compagnies comme des EDF, qui sont un groupe français qui, eux, ont un gros bilan, qui vont eux-mêmes développer les projets. Mais pourquoi en Afrique, EDF, par exemple, ou n'importe quel autre promoteur, ne voudrait pas être financé à 100% de projet? Parce que si vous devez investir 500 millions dans un projet et que c'est votre propre argent, c'est super. Mais si ça ne marche pas, on perd 500 millions. C'est toujours bien d'avoir un partenaire pour justement partager les risques. Et le partenaire de choix, c'est un prêteur. Alors comme ça, le promoteur se dit, si ça va mal, moi je perds mes billes, une partie de l'argent que j'ai mis, et l'autre partie qui va prêter, qui va être le prêteur, eux vont peut-être perdre leurs billes aussi. L'intérêt également d'avoir des prêteurs, c'est que en général, les promoteurs sont expérimentés, ils ont confiance en eux, et ils veulent juste s'assurer que eux, ils pensent que ça fonctionne, mais avoir des yeux indépendants de prêteurs qui ont un risque, de niveau de risque peu élevé, si les prêteurs disent que oui, votre projet est bancable, ça va donner une assurance également que pour les promoteurs que c'est un bon projet. Alors, dans l'optique d'un financement de projet, il y a naturellement tout ce qui est une phase de développement. Alors, j'irai initialement, avant que je vais vous dire à partir de où les prêteurs vont être impliqués ou non, les promoteurs vont commencer à essayer de trouver un potentiel. Donc, ils vont regarder, ils vont savoir que dans tel pays, il y a un potentiel en hydroélectricité, en photovoltaïque, en éolien. Ils vont commencer à avoir des discussions avec le gouvernement. Ils vont commencer à regarder le cadre juridique, savoir qu'est-ce qui est possible d'obtenir dans ce type de pays. Et il faut qu'ils commencent à faire une étude de faisabilité, savoir est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a assez de vent sur cette zone-là pour pouvoir rembourser une dette à long terme, est-ce qu'il y a assez de soleil, est-ce qu'il y a assez d'hydroélectricité, est-ce que c'est stable? Et souvent, les études de préfaisabilité
sont faites ça va toujours être fait par des ingénieurs, mais des fois, ça va être fait même par le pays, parce que des fois, le pays veut attirer des investisseurs étrangers. Donc, un gouvernement va devoir financer à la base des études qui vont mettre à disposition des promoteurs. Dans d'autres cas, ils vont voir une entente quand il y a un promoteur. Et quand je parle de promoteurs, c'est des compagnies des compagnies privées qui veulent faire affaire en Afrique. Lorsqu'ils vont aller dans une juridiction, ils vont nous dire, bon, vous avez un pays qui semble très ensoleillé, je pense que vous avez un bon potentiel photovoltaïque. Est-ce que vous avez fait des études de faisabilité, savoir si c'est possible de faire un projet photovoltaïque ici, avec la qualité du soleil et autres? Le gouvernement va dire non. Dans certains cas, ils vont peut-être avoir une discussion de dire, promoteur, moi, si vous me donnez une entente pour une exclusivité, j'aimerais peut-être faire une étude, et après, si ça ne marche pas, l'étude, je vous la transfère, le gouvernement va l'acheter. Des fois, il peut y avoir ce type d'entente. Donc, c'est l'idée de savoir d'un point de vue faisabilité si ça fonctionne, de regarder tranquillement, de faire des études aussi techniques, savoir si c'est un barrage hydroélectrique, quel type de barrage qui sera fait, s'assurer qu'il y a assez d'eau, et là, de regarder quels seraient les endroits qu'on pourrait faire le projet, s'assurer que les endroits soient des endroits, est-ce qu'il y a des populations qui habitent proches. Donc, tout ça commence à se faire tranquillement. Sauf que les promoteurs vont avancer un peu, mais ils vont vouloir pas avancer trop tant qu'ils ne savent pas s'ils peuvent avoir une discussion avec leurs prêteurs en parallèle. D'accord? Une règle en général, je vais dire en anglais rule of thumb, donc une règle qu'on applique souvent, c'est que dans les projets d'énergie renouvelable, souvent les prêteurs vont prêter jusqu'à concurrence d'un certain pourcentage du coût du projet. D'accord? Et dans les pays émergents, ça va rarement aller au-delà de 70 %. Donc, sur un projet de 70 millions vont être les prêteurs et la balance, ça va être les promoteurs qui vont devoir mettre, eux, de l'équité, leur propre argent dans le projet. Comme je vous le mentionnais plutôt que le partage du risque, là, on a une très belle démonstration qu'en réalité, celui qui prend le plus grand risque, c'est le prêteur, 70 millions versus le promoteur, 30 millions. Ce qui est clé dans le cas du promoteur, c'est de s'assurer dès le jour 1 que son projet est très bien monté pour attirer l'attention des prêteurs, parce que si le dossier est mal monté, les prêteurs ne vont pas vouloir du tout s'impliquer. Donc, dans la phase de développement d'un projet, et ça, je vous dis, c'est partout pareil. Là, on va tranquillement se diriger plus vers l'Afrique, mais la phase de développement, que ce soit Québec, Europe, Asie, c'est toujours la même chose de voir, il faut qu'on trouve un site, qu'on sache voir l'intérêt d'un pays, d'un gouvernement, des études d'impact, voir si c'est des populations locales, parce que les prêteurs de nos jours sont très sensibles à tout ce qui est impact environnemental et social, donc vont être très réticents à financer un projet, à moins que des mesures soient prises d'atténuation pour tout ce qui est l'environnement et les populations locales. Donc, les promoteurs, une fois qu'ils ont une idée d'un projet en tête, qui ont des discussions avec un gouvernement, oui. Excusez-moi, quand vous parlez des prêteurs, vous parlez bien des banques et non des grands bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la BAD ou OK. ces organismes. OK. Alors, très bonne question. Je parle des deux. Les prêteurs, dans un financement d'un projet, on parle dans l'éventualité où c'est un projet développé par des promoteurs privés. Il y aura des banques locales, mais qui n'ont pas un très grand appétit, ils n'ont pas une capacité, dépendant du pays, de pouvoir prêter beaucoup. Donc, il y aura souvent des banques multilatérales de développement, donc la Banque africaine de développement. Dans le cas de la Banque mondiale, comme ça va être le secteur privé, ça va être la SFI, la Société financière internationale. Dépendant de la région, si on est en Afrique de l'Ouest, il y a la BOAD, la Banque ouest africaine de développement, qui peut intervenir. Sachant que chacune de ces banques-là, en général, pour une question encore de risque, ne vont pas vouloir être seules dans le projet. Comme je pense que la Banque africaine a des limites souvent de 30 % du coût du projet parce qu'elle ne veut pas être 100 % le prêteur. Donc, la Banque africaine va aller chercher après des banques, des multilatérales de développement. Donc, en Afrique, je vous dis, la Banque africaine ou la SFI,
Il y a d'autres. Et après, ils vont aussi aller chercher des banques de développement de pays. Alors, Proparco pour la France, le FMO pour les Pays-Bas, maintenant le Canada a FinDev depuis quelques mois. Donc, ils vont aller chercher aussi des banques de développement d'un pays. Leur but, c'est d'accompagner. Et quel est l'intérêt d'aller choisir des banques de développement? C'est qu'ils ont en général le bras long. Alors, dans le cas du risque, étant un promoteur, je sais que si j'ai avec moi la Banque africaine de développement, qui est un joueur incontournable en Afrique, qui prête dans mon projet, si j'ai des problèmes avec le gouvernement, la Banque africaine de développement, le promoteur espère que le gouvernement va savoir que peut-être le prêteur ne va pas être heureux, qui est la Banque africaine de développement. Et toutes les banques multilatérales, ils ont deux chapeaux. Ils ont le secteur privé, donc prêter pour ce type de projet, et ils ont également le secteur public. Le secteur public, c'est qu'ils vont prêter à des gouvernements. Des fois, ça va être des prêts non remboursables ou des prêts sans intérêt pour construire des routes ou faire certains projets, un hôpital, mais ça va être un prêt à un État. Alors, souvent, un pays, quand ils additionnent ce qu'ils reçoivent du secteur public de la banque avec le secteur privé qui aide à l'économie du pays, le promoteur espère que ça va peut-être aider le gouvernement à agir d'une manière responsable. J'ai répondu à votre question? Oui. Et souvent, ce qu'on va voir, dépendant de la taille du projet, je vais peut-être débuter par là, c'est que dans un cadre d'un financement, je vous ai parlé de partage du risque entre le promoteur et le prêteur, donc 70-30, mais à l'intérieur des prêteurs, les prêteurs ont aussi des règles de dire est-ce qu'ils peuvent prêter 100 millions, 200 millions, 500 millions, 30 millions? Oui, ils peuvent le faire. Sauf qu'elles-mêmes veulent limiter le risque. D'accord? Donc, les prêteurs, souvent, ne veulent pas être seuls 100% à prêter. Ils aiment bien avoir d'autres amis avec eux qui prêtent. Comme ça, eux limitent le risque. Et ça, il n'y a pas de règle précise, à part certaines banques multilatérales de développement qui disent qu'on ne peut pas financer un certain pourcentage, plus élevé qu'un certain pourcentage dans un financement. Mais souvent, les banques vont décider elles-mêmes, dans ce projet-là, je regarde le type de projet, je regarde le type dans quel pays c'est, parce qu'il y a un risque pays. Je dis, moi, je ne peux pas aller plus que 50 millions. Et dans certains cas, dans le pays voisin, ils disent, là, je peux aller à 100 millions. Alors, ça dépend vraiment, c'est une question de risque. Alors, j'irais, dès qu'il commence à avoir un aspect de développement qui commence à avoir une certaine idée du financement, du développement, il y aura des discussions qui vont être faites avec les prêteurs. Et une fois que les discussions avec les prêteurs vont avoir lieu, le promoteur va pouvoir s'engager plus sérieusement dans son projet. Parce qu'en général, les promoteurs vont mettre de l'équité, donc leurs 30 pour les frais de développement, mais jusqu'à un certain point. C'est rare, surtout dans les pays, pays émergents, que le promoteur va vouloir débuter la construction d'un projet sans avoir son financement aligné. D'accord? Parce que si on fait un pas en arrière, qu'est-ce qu'un financement de projet? C'est un financement en vertu duquel les revenus générés par le projet vont rembourser une dette. Un projet en construction qui s'arrête parce qu'il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qui va rembourser la dette? Pas grand-chose. Surtout si on parle que les premiers 20 millions, c'est faire des fondations de béton qui servent juste à un barrage hydroélectrique. Une fois que l'argent est dans le sol, ça ne peut rien servir. Il faut vraiment s'assurer que le projet soit complété. Donc ça, c'est comment les prêteurs pensent et les promoteurs. Donc les promoteurs vont être sûrs d'assurer qu'avoir un prêteur avec eux ou des prêteurs. Et la même chose, les prêteurs, eux, pour aller sur le risque financement, ils vont vouloir s'assurer qu'il y a 100% du financement en mettant l'équité des promoteurs et les prêteurs, le 70%, soit disponible pour pouvoir arriver à la mise en exploitation commerciale du projet. Une fois qu'elle est mise en exploitation commerciale, le projet va générer des revenus parce qu'il va produire de l'électricité. Et en produisant de l'électricité, ils vont rembourser la dette. Je sais que j'ai perdu des gens. Il y en a quand même qui sont encore ici, ça va? Est-ce que le niveau de la voix est toujours bon ou je... Oui. Okay. Ce qui va être clé également pour les prêteurs, c'est la phase construction. Parce que la phase construction, ça peut être d'un côté la phase la plus risquée, parce que on entend des histoires d'horreur, et surtout on entend
c'est rare dans les journaux qu'on va dire qu'il y a un projet qui s'est fait sans qu'il y ait d'excédent de coûts, de dépassement de coûts. Alors, du côté prêteur, ils vont vouloir s'assurer que ça soit bien ficelé parce que, pour revenir à mon point que je disais, si on commence à financer un barrage hydroélectrique pour 100 millions, et là, on se rend compte que ça va coûter 20 millions de plus, et là, les prêteurs disent non, moi, je ne prête plus. Le promoteur dit moi, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe? On a une situation catastrophique. Et c'est pour ça que dans le cadre du financement de projet, qui est un domaine fascinant pour les avocats, c'est qu'on se concentre sur tous les aspects du projet, sur l'aspect développement, s'assurer qu'on a tous les droits sécurisés. On va se concentrer sur l'aspect construction, qui est clé, et sur l'aspect exploitation, parce que s'il n'y a pas de bons revenus, il n'y a pas de projet, la dette n'est pas remboursée. Donc, c'est vraiment, je dirais, un des domaines de droit assez complet là-dessus pour les avocats. En pratique privée, on s'amuse beaucoup. Alors, peut-être juste avant de retourner là-dessus, je dirais dans le cadre de la mise en œuvre. Donc, on voit la construction, la mise en service. Donc, à titre d'avocat en financement de projet, à titre de prêteur, à titre de promoteur, il faut regarder qu'est-ce qui est important pour ce projet. Alors, à la base, c'est de s'assurer de sécuriser certains droits sur un terrain. D'accord? Est-ce que c'est des terrains privés, des terrains publics? Je dirais, une des difficultés en Afrique, c'est que des fois, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on est un terrain et c'est pas cadastré comme on est au Québec. On ne peut pas aller sur un registre Internet voir ça, c'est qui propriétaire. Et il y en a qui vont dire qu'ils habitent là, c'est chez eux. Le gouvernement va dire, moi, j'ai tous les pouvoirs. Donc, c'est très, très, très important d'avoir une très belle collaboration avec le gouvernement parce qu'en bout de ligne, il risque d'avoir des besoins d'expropriation. S'assurer que les gens qui sont expropriés peuvent être compensés. Il y aura peut-être des gens qui vont devoir être déplacés. Donc, l'aspect foncier, je vais en parler plus tard, est assez important. Mais après, une fois qu'on avance tranquillement, les prêteurs vont regarder beaucoup les contrats de construction. Et ce qui est clé dans les contrats de construction, c'est qu'il va falloir s'assurer, par exemple, qu'il n'y ait pas de dépassement de coûts. Alors, comment on fait pour se prémunir contre les dépassements de coûts? Les prêteurs vont dire, on veut un contrat à prix fixe. D'accord? Donc, un contrat à prix fixe. Le promoteur va dire, tout se paye. Donc, si j'ai un contrat à prix fixe, c'est sûr que le constructeur va se mettre une contingence assez élevée parce que dans tous travaux, que ce soit chez vous ou ailleurs, il y a toujours des problèmes. Et ils vont vouloir mettre une contingence, ça va faire que le coût du projet va être plus élevé. Alors là, des fois, il y a des discussions avec les prêteurs et les promoteurs parce que les promoteurs disent on peut faire un coût de projet plus bas. Et nous, on pense qu'on a bien anticipé si ce n'est pas à prix fixe ou encore, des fois, on va vouloir séparer à 2-3 contrats en différents constructeurs. Les prêteurs vont dire moi, je veux un contrat unique pour pas qu'il y ait de problème d'interface. Alors, qu'est-ce que c'est un problème d'interface dans une construction? C'est que quelqu'un fait la fondation, quelqu'un fait après une installation autre, quelqu'un va installer la turbine et quelqu'un d'autre va faire le réseau collecteur. Et en bout de ligne, il y a un délai de la fondation, ça affecte le deuxième. Le deuxième dit, moi, je suis en retard, c'est pas ma faute, c'est la faute du premier. Ou ça marche pas, c'est la faute du premier parce que la fondation, il y avait un problème, et etc. Et après, chacun se tourne un contre l'autre et on a un projet en bout de ligne qui ne marche pas. Donc, les prêteurs vont préférer un seul contrat unique de construction. Par la suite, une fois que la construction est ficelée, on arrive en phase d'exploitation. Et ça va être clé pour qu'il y ait un aspect bancaire qui ait des contrats pour générer des revenus. Donc, dans notre cas, c'est un contrat d'achat d'électricité. Et après, qu'il y ait une exploitation qui soit soutenue. Je dirais, en Afrique et partout dans le monde, l'exploitation demeure toujours clé. Et je dirais, la crainte des prêteurs, c'est de s'assurer que le niveau de compétence demeure élevé. Et dans certaines juridictions, il y a des fois une pression sociale de s'assurer d'inclure, de donner du travail à telle personne, à encourager les membres de telle région et qui n'ont peut-être pas la même qualification et formation. Mais comme il faut aider telle région, encourager, des fois, on peut diluer aussi l'exploitation. Donc, c'est pour ça que les prêteurs vont vouloir s'assurer que l'exploitation fonctionne très bien et qu'elle soit suivie très serrée par le promoteur.
Là, j'ai fait un cas, je dirais, un projet assez vite. Et là, on va aller maintenant dans certains risques qu'on va voir en Afrique et des histoires, des belles histoires, des histoires un peu moins belles. Pour revenir, le premier point, c'est lorsqu'on regarde un projet en Afrique, c'est de savoir quel est le cadre réglementaire. D'accord? Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire pour octroyer des contrats d'achat d'électricité? Est-ce qu'il y a une loi sur l'électricité, une loi sur les énergies renouvelables? S'il y a un tel cadre, savoir, des fois, il y a des lois sur le partenariat public-privé, savoir qui a l'autorité de consentir un contrat d'achat d'électricité. Et je vous donne un exemple. Dans une juridiction en Afrique de l'Ouest, on m'appelle pour me dire, peux-tu nous aider à négocier un contrat d'achat d'électricité? D'accord. C'est dans le domaine éolien. On reçoit le projet de contrat. Et là, on négocie avec le ministère. Et je demande d'avoir, avant de négocier, est-ce qu'on peut voir la loi? Et la loi, elle donnait droit à plusieurs ministères de consentir des contrats d'achat d'électricité. Et ça, je l'ai vu dans plus qu'un pays. La problématique derrière, c'est que ça peut sembler bien, c'est bien, ça va diversifier, sauf que chaque ministère, il va avec son projet de contrat. Chacun négocie de son côté. Chacun veut être le premier dans son pays à dire « j'ai finalisé un contrat d'achat d'électricité pour un projet éolien ». Et le problème, c'est quand chacun voulant aller le plus vite, il a un peu cette tendance humaine des fois à moins aider le projet de son voisin, de l'autre ministère. Donc là, il y a une espèce de compétition-rivalité qui fait que c'est des fois pas optimal. Et ce qui est encore moins optimal, c'est que lorsque vous faites un projet éolien, par exemple, ce qui est clé dans l'éolien, c'est s'assurer qu'il y ait du vent. Ça, c'est facile, on peut tous l'imaginer. Mais une fois que ces projets-là sont construits, les contrats d'achat d'électricité en éolien sont souvent des contrats de 20 ans, 20 à 25 ans. Et ça va être sur cette période-là que la dette va être amortie pour rembourser le financement. 20 à 25 ans, c'est long. Les prêteurs et les promoteurs vont faire des modèles, des simulations. Il y aura des études de vent pour voir les courbes du vent pendant les 20 prochaines années, 25 prochaines années. La vie est belle. On pense qu'on a tout. Et là, le problème, si dans notre contrat d'achat d'électricité, on va dire, on veut s'assurer d'avoir un certain périmètre à l'intérieur duquel il n'y aura pas d'autres éoliennes. Parce que je peux vous dire, imaginez un scénario, vous avez une belle éolienne, le vent vient par là, l'éolienne tourne, et si jamais il y a un voisin qui met une éolienne juste devant, il va capter le vent, il va un peu bloquer les éoliennes derrière. D'accord? Alors, dans certaines juridictions où est-ce qu'il n'y a pas un cadre clair, savoir qui peut donner des contrats et des exclusivités, chacun des ministères se rend compte à donner des exclusivités à l'autre. Et là, finalement, on arrive dans certaines situations où est-ce que je pense avoir une exclusivité, mais je me rends compte que la même exclusivité, presque, a été donnée à quelqu'un d'autre. Donc, l'autre personne pourrait construire une éolienne devant moi, ce qui n'est pas bon. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que, dans le cadre réglementaire et juridique, on identifie toujours qui a le droit de donner le contrat et quel est le risque si le droit est accordé à plusieurs personnes. D'accord? Ce qui est aussi important dans le cadre juridique et réglementaire, c'est est-ce qu'on peut procéder par appel d'offres? Est-ce qu'on doit procéder par appel d'offres? Est-ce qu'on peut procéder de gré à gré? D'accord? Souvent, ces lois-là vont prévoir un certain cadre et vont prévoir un régime d'exception. On peut aller de gré à gré dans certains cas, si c'est urgent, s'il n'y a personne d'autre qui a l'expertise pour faire ce type de projet. Mais ça, il faut le voir parce que souvent, pour revenir à mon exemple dans un des pays, il y avait les ministères qui voulaient signer des contrats d'achat d'électricité, il n'y avait pas d'appel d'offres et la loi prévoyait qu'il fallait qu'il y ait des appels d'offres. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les prêteurs, ils ne vont jamais vouloir financer un projet s'il y a un risque de contestation du contrat d'achat d'électricité. Parce que c'est le contrat d'achat d'électricité en vertu duquel le promoteur va vendre, la société de projet va vendre l'électricité, qui va générer des revenus. Et si ce contrat tombe, on a un beau projet sans rien du tout. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose d'assez clé. Et pour revenir aux banques de développement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, tout ce qui est le procurement, donc tout ce qui est l'approvisionnement, tout ce qui est les appels d'offres est clé. Et dans certains projets, ils ne vont pas vouloir investir s'ils savent qu'il n'y a pas eu un appel d'offres ou qu'encore s'il y a un doute sur les procédures d'appel d'offres. Le deuxième point,
c'est l'autorité qui concède et le nom de l'acheteur d'électricité. C'est que dans les pays civilistes de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est le gouvernement qui va dire « je donne une concession, je donne un droit l'équivalent comme un bail amphithéotique. On donne le droit à une entreprise de construire, développer, exploiter un projet. Une fois que la concession prend fin, le projet revient à la propriété de l'État. D'accord? Donc ça, souvent, c'est un droit du pays. Mais la question est, qui va acheter l'électricité? Qui va être la contrepartie au contrat d'achat d'électricité? Alors, pourquoi c'est important? C'est une question. Pour s'assurer des revenus? Tout à fait. Alors, pour s'assurer des revenus et voir, c'est ça que les prêteurs vont regarder, qui est le point en dessous, c'est que la solvabilité, c'est que si c'est une compagnie, la Compagnie nationale d'électricité, d'accord, qui achète l'électricité, d'accord, il y aura deux problèmes. Le problème, c'est qu'il faut s'assurer que financièrement, est-ce qu'elle est capable de payer d'acheter l'électricité qui va être produite? Est-ce qu'elle a l'argent pour le faire? Parce que c'est bien beau faire tout le projet, d'avoir un très beau contrat d'achat d'électricité. Si en bout de ligne, l'acheteur, ou en anglais on appelle l'off-taker, n'est pas capable de payer pour l'électricité produite, on n'est pas très avancé. Okay? Et là, les prêteurs, c'est la première chose qu'ils vont regarder. Donc ça, c'est clé à savoir. D'accord? Et aussi, on veut savoir la compétence de l'acheteur, s'assurer que l'électricité soit évacuée pour redistribuer sur le réseau. Alors, afin de s'assurer que ce ne soit pas un point bloquant, les prêteurs vont vraiment mettre une attention là-dessus et, à titre d'avocat du gouvernement, avocat des promoteurs ou avocat des prêteurs, je dirais ceux qui font du financement de projet ont une vision un peu similaire, c'est on va donner le plus de confort possible aux prêteurs en ayant des garanties sur l'acheteur. Donc, par exemple, si l'acheteur, c'est la Compagnie nationale d'électricité locale, elle n'a pas un bilan financier élevé, qui est presque dans tous les cas le cas, c'est quelle garantie on peut donner aux prêteurs pour s'assurer que si jamais ils ne payent pas, ils vont être payés. Donc, des fois, des garanties, ça va être des garanties souveraines, des garanties de l'État. D'accord? Alors, ça peut paraître très bien, mais après, ça lève un autre niveau de complexité parce qu'il y a des fois, les États font l'objet de certaines restrictions du Fonds monétaire international ou autres concernant les garanties. Alors, il y a ça à voir. Il y a aussi des comptes de réserve à mettre. On peut mettre de l'argent 6 mois, 1 an dans un compte de réserve. On peut mettre des lettres de crédit. Est-ce que vous savez un peu les lettres de crédit? Je prends 30 secondes, 2 minutes. Oui. Une lettre de crédit, c'est un instrument en vertu duquel une banque X s'engage à payer le bénéficiaire de la lettre si certaines conditions qui sont stipulées dans la lettre de crédit sont remplies. Je vais payer, si c'est un dimanche, le 12 mai, tout ce qu'on doit confirmer, on est dimanche 12 mai, on va être payé. Je vais payer si j'ai une confirmation que la Société nationale d'électricité est en défaut. La banque n'a pas besoin de s'immiscer, la banque émettrice, la banque qui émet la lettre de crédit, donc elle émet, mais elle va payer le bénéficiaire dès qu'elle a une confirmation. Si la lettre de crédit dit dès qu'il y a une confirmation qu'il y a un défaut de l'acheteur, dans ce cas-là, la Société nationale d'électricité, elle paye. Elle n'a pas besoin de savoir si le défaut est réel ou non. D'accord? Il y a des exceptions s'il y a de la fraude ou autre, mais ça, c'est le concept. Alors, c'est un instrument qui est très utile et qui est très recherché dans les contrats d'achat d'électricité dans les pays émergents, et même on l'a ici dans les pays aussi développés. C'est que ça permet de garantir que si jamais il y a un défaut, on peut aller tirer sur la lettre de crédit et on a la certitude, donc le risque est juste le risque de l'émetteur, de la banque, de pouvoir payer. Sauf que cette disponibilité de pouvoir émettre des lettres de crédit, il faut qu'en bout de ligne, parce que si la banque qui émet la lettre de crédit, elle sait qu'il y a un risque de se faire tirer sur la lettre de crédit, qu'elle doit avoir payé peut-être 10 millions à un bénéficiaire, elle va vouloir se faire rembourser derrière. Donc, il faut qu'il y ait une entente avec un gouvernement ou une société d'État derrière, un peu style avec comme une convention de crédit ou une marge de crédit. Si elle tire 10 millions, on va pouvoir aller chercher l'argent dans les comptes du gouvernement. Donc, il y a un peu ça là, qui est un élément, et c'est toujours, je dirais, des heures de négociation, de savoir quel est le juste milieu pour s'assurer de la bancabilité du projet.
c'est le niveau entre l'acheteur et les garanties qu'on va pouvoir fournir et que les garanties que le gouvernement peut fournir. D'accord? Parce que les promoteurs ont toujours une belle tendance de vouloir en demander le plus possible. Les prêteurs ont la même tendance de vouloir en demander le plus possible et le gouvernement a une autre réalité. Le gouvernement, en réalité, c'est de s'assurer de produire l'électricité et de produire l'électricité au tarif le plus bas. Donc, plus il y a de coûts comme ça de financement qui sont mis sur un projet, il y aura un impact sûrement sur le projet comme tel et indirectement sur le tarif qui va être proposé. Est-ce qu'il y a des questions sur l'acheteur? J'en aurais une personnellement. Pour avoir déjà eu des problèmes avec EDF au Québec, on sait qu'EDF fait affaire avec Hydro-Québec. On a un acheteur raisonnablement solvable, raisonnablement instruit dans le domaine, c'est un spécialiste. Mais quand on arrive dans un pays africain dont on sait que, je ne veux pas faire de commentaires particuliers, mais dont on sait que la stabilité de l'organisation étatique est parfois douteuse, comment les avocats gèrent-ils cet aspect particulier de l'acheteur du gouvernement qui accorde les droits? Parce que vous ne faites pas affaire avec un acheteur aussi sophistiqué qu'Hydro-Québec peut l'être au Québec. Comment fait-on, qu'est-ce que l'avocat fait dans ce travail-là pour s'assurer de l'aspect acheteur ou gouvernement qui accorde les droits? Tout le monde a bien compris la question. Donc, en général, si les prêteurs n'arrivent pas à se mettre, ou les promoteurs, parce qu'il a l'intérêt est convergent de s'assurer que l'acheteur puisse fournir, avec les différentes garanties que j'ai discutées, qui peut donner un coussin sur 6 mois, 1 an, mais si c'est un contrat de 20 ans, il va rester 19 ans qu'on va trouver le temps long. Là, je pense en particulier, ma cousine vient de ce qui s'appelait jadis le Zaïre. Un renversement de gouvernement, ça arrive du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, il y a plusieurs solutions, mais la solution qu'on voit souvent, c'est d'obtenir les banques de développement et aussi d'autres organismes comme EDC vont fournir une garantie contre le risque politique. D'accord? Qu'est-ce qu'une garantie contre le risque politique? C'est une garantie qui va permettre qui peut couvrir certains défauts, dont des défauts de respecter un contrat. Alors, dans ce cas-ci, ça peut être ouvert par... donc, au point de vue Banque mondiale, c'est MIGA. Excusez-moi, je connais les acronymes en anglais. Multilateral Investment Guarantee Association. Donc, eux l'offrent. La Banque africaine de développement l'offre. Comme je vous dis, EDC l'offre. Je ne sais pas trop si FINDEF va l'offrir, mais et toutes les banques de développement l'offrent. Les Proparco, le FMO l'offrent. Donc, et le PIC l'offre aux États-Unis. C'est une garantie on paye, c'est une prime, c'est comme une assurance, d'accord? Donc, on paye une assurance qu'en cas de défaut de la contrepartie de payer, qui est un bris de contrat, on va être indemnisé, d'accord? Cette garantie-là, la question suivante, c'est on doit toujours l'obtenir. Ça dépend des projets, ça dépend des pays, ça dépend de la solidité de l'acheteur. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est toujours regardé. Et cette garantie-là peut viser à couvrir soit le 70% de la dette des prêteurs et le promoteur, s'il ne veut pas perdre ses 30%, donc son équité qu'il a mis dans le projet, il va peut-être vouloir également aussi, lui, prendre cette garantie-là. Le promoteur va avoir un appétit un peu plus élevé sur le risque parce qu'il dit « je fais affaire au Burkina Faso, je fais affaire au Mali, je fais affaire au Niger, je fais affaire au Gabon depuis des années. Je sais qu'il peut y avoir des changements, mais je suis prêt à prendre ce risque-là parce qu'il fait affaire en Afrique régulièrement. » C'est plus une question après d'affaires de voir le risque, on ne peut pas tellement le prédire, mais c'est le coût relié à prendre une garantie sur le 100% du projet versus 70% de la dette. Et même les prêteurs vont des fois dire on peut être prêt à avoir un montant plus limité, d'avoir une garantie limitée à 50%. On voit ça même au Canada. Hein? Donc, dans les projets, donc on a été impliqué dans tous les projets au Canada qui ont impliqué une agence de crédit export. Je fais une petite pause là-dessus. Une agence de crédit export, c'est comme EDC. Théoriquement, ils sont là pour aider les exportateurs d'un pays à faire affaire à l'étranger. D'accord? Donc, EDC aide les entreprises canadiennes à faire affaire à l'étranger.
Dans le cas d'un projet éolien, par exemple, où est-ce que les turbines vont être faites dans un pays, à ma connaissance, il n'y a pas de turbines faites au Canada, donc elles vont être fabriquées, mais derrière, ça va être des entreprises allemandes, des entreprises danoises, des entreprises, et surtout allemandes, parce qu'il y a entre Siemens, REW, Repower et Enercon, donc ça englobe beaucoup des projets au Québec, au Canada. Pour faciliter le financement, les agences de crédit export, dans ce cas-ci de l'Allemagne, qui s'appelle Euler Hermes, offrent une garantie justement pour s'assurer qu'en cas de défaut d'Hydro-Québec, par exemple, de payer, ils vont pouvoir rembourser. Alors, pour ceux qui sommes au Québec, un défaut d'Hydro-Québec, nous sommes un peu académique, mais pour des prêteurs basés à New York ou à Tokyo, un défaut d'Hydro-Québec peut exister aussi bien qu'un défaut de n'importe quelle autre entreprise. Donc, ils peuvent exiger ou demander qu'il y ait une garantie, dans ce cas-ci, de contrat par l'agence de crédit export, qui va, elle, fournir ce cautionnement-là, cette garantie-là. Et après, c'est de savoir, dans les projets qui n'est pas très loin d'ici, qui est 272 mégawatts, qui était le premier projet d'envergure, qui était garanti à 50 % par une agence de crédit export qui est Euler Hermes. Donc, nous, on agissait pour tous les prêteurs dans le cadre de ce projet-là. Donc là, ça crée une complexité additionnelle. Donc, ils garantissent. Alors, comme il y a les prêteurs, et en plus, Euler Hermes, ils ont chacun leurs exigences. Donc, ça fait que, point de vue des avocats, là, ça fait beaucoup de travail, mais c'était super. Et ça avait été dans ce dossier-là qu'ils garantissaient 50 % parce que c'est un juste milieu pour dire, s'ils garantissent, il y a une prime à payer, mais vu que c'est moins risqué, les promoteurs bénéficient d'un meilleur taux d'intérêt. Parce que comment les prêteurs réfléchissent, ils regardent, comme dans tout, ils regardent la question du risque. Et c'est le risque qui va déterminer le taux d'intérêt en général. C'est une manière, naturellement, ils vont essayer de limiter les risques à gauche et à droite par la documentation, par des engagements, des cautionnements autres. Mais ce qui est reflété du point de vue commercial, c'est le taux d'intérêt. Plus le projet est risque élevé, plus le taux d'intérêt peut être élevé. Et donc, des fois, c'est une bonne balance en obtenant un financement avec une garantie par Euler Hermes. Le pricing, donc le taux d'intérêt, peut être abaissé. Et pour les promoteurs, pour eux, ça devait être avantageux, même s'ils devaient payer une prime d'assurance, c'était avantageux. Je sais que je me suis un peu... J'avais une autre question. Plaçons-nous du côté de l'État qui achète, de la société étatique qui achète. Comment s'assure-t-elle que dans ce schéma-là, elle achète l'électricité à un bon prix et qu'elle ne se fait pas avoir? Est-ce qu'elle a aussi des avocats spécialisés dans le domaine qui vont la représenter? Parce qu'on sait qu'Hydro-Québec s'est organisé avec Churchill Falls pour acheter son électricité à un certain prix qui est apparemment très compétitif, mais comment le gouvernement africain ou d'un pays local s'assure-t-il, lui, qu'il ne se fait pas avoir dans cette transaction? Alors, donc, comme par exemple, nous, Blix, on assiste, là, j'ai 5 dossiers actifs pour des gouvernements, pour des projets d'énergie renouvelable en Afrique. Ce qui est clair, c'est que d'habitude, ça serait l'appel d'offres. Donc, on fait un appel d'offres, ce qui s'est fait en Alberta. On dit aux promoteurs, on a besoin de 450 mégawatts d'éolien, faites-moi une offre. Et les plus bas soumissionnaires sur le tarif du kilowattheure vont gagner, grosso modo. Et là, il y a des prix incroyables qui sortent, des prix super bas. Le problème là-dessus, c'est que pour attirer des investisseurs étrangers dans des projets en Afrique, le rendement recherché par les promoteurs, parce qu'ils disent, si c'est plus facile pour moi de faire affaire ici, mais il y a un risque plus élevé en Afrique, pour revenir, c'est la même chose que le taux d'intérêt, souvent les promoteurs vont rechercher un rendement plus élevé en Afrique, ou je dirais dans les pays émergents, voilà, plus large, que dans les pays développés. Dans les pays développés, ça va être très compétitif, mais là, vu qu'il y a un certain niveau de risque supplémentaire, ils vont aller chercher un rendement plus élevé. Donc, là-dessus, de dire au gouvernement, faites un appel d'offres international et demandez aux gens de mettre des tarifs très bas, ça peut être compliqué. Je ne vous dis pas que ça ne va pas être faisable dans 10 ans, mais tant qu'il n'y a pas certains projets en opération où est-ce qu'on voit, ah oui, la société d'acheteur, elle est fiable, il n'y a pas de défaut, ça roule, il y a une évacuation d'électricité, tout va bien, c'est plus difficile. Donc, dans les faits, il y en a certains pays qui ont été sur cette voie-là, d'autres qui ont été sur la voie de casser de gré à gré. Ils essayent de voir, il y a un benchmark mondial de combien coûte la production d'un kilowattheure en énergie éolien, hydroélectrique et autres. Donc, ils regardent là-dessus. Et sachant que
ça va dépendre aussi du site. Et il ne faut pas sous-estimer l'interconnexion. C'est-à-dire que si vous voulez, d'un point de vue gouvernemental, amener l'électricité dans une région très éloignée et que votre centre de production est très loin, la ligne d'interconnexion va coûter très cher et ça va être partie des coûts du projet, donc ça va se refléter dans le kilowattheure. Donc, mais pour répondre à votre question précisément, il y a beaucoup de pays qui vont dire, ça soit avec le promoteur, ça soit des concepts de livre ouvert des fois. Donc, on veut s'assurer que ce soit vos coûts avec un certain rendement X et après, ça va refléter dans le kilowattheure. Donc, après, c'est de s'assurer que les coûts soient compétitifs. Donc, il y a des appels d'offres avec tous les constructeurs. Alors, et là-dessus, le gouvernement a des conseillers techniques qui vont valider, dire oui, ça c'est marché, c'est bien. Donc, ça va des fois se faire comme ça aussi. D'accord? Oui? Excusez-moi. En cas de conflit, quelle est la juridiction conflit? Vous me laissez 5 minutes et je vous réponds. Parce que c'est la prochaine slide. Donc, juste rapidement, si vous avez une autre question ou non? Donc, juste sur les aspects immobiliers, je l'ai un peu mentionné avant, que c'est clé d'avoir des droits immobiliers sérieux. Donc, des fois, ce n'est pas aussi évident que savoir, mais les prêteurs vont aussi regarder ça à la loupe. Le contrat d'achat d'électricité, j'ai marqué bancabilité. Alors, on a adressé une question qui est l'acheteur, d'accord? Donc, c'est important d'avoir un acheteur solide, parce que c'est lui qui va payer pour les revenus générés. J'ai aussi mentionné une question de durée. Si on a un contrat d'achat d'électricité de 3 ans, est-ce qu'en 3 ans, on peut rembourser une dette de 200 millions? Probablement pas, dépend de la grosseur du projet. Pour que ça soit faisable, il faut que ce soit amorti sur 15, 18 ans, 20 ans. D'accord? Alors, il faut qu'il y ait une durée assez longue. Les prêteurs, eux, s'il n'y a pas de contrat d'achat d'électricité, ils ne vont pas être friands. Et ça, on peut vous le dire, par exemple, en Alberta, il n'y avait pas de contrat d'achat d'électricité. L'appétit des prêteurs de financer en financement de projet, donc en financement à recours limité, était absent. Parce qu'ils savaient que malgré que l'électricité était vendue sur le marché, ils ne pouvaient pas prédire pendant les 20 prochaines années quel serait le cours vraiment. Donc pour eux, ils disent que c'est compliqué. Donc ils veulent avoir un contrat solide. Et donc il y a plusieurs autres aspects. Naturellement, le tarif est clé. Le pouvoir de résiliation du gouvernement ou de l'acheteur au contrat. Les milestones, donc les jalons pour arriver à la construction. Parce que ce qui est clair, c'est qu'il faut s'assurer qu'on arrive à une mise en opération commerciale et qu'il n'y ait pas de défaut. Parce que s'il y a un défaut, on va regarder très bien les droits de l'acheteur de pouvoir mettre fin au contrat. Parce que sans contrat, on sait qu'il n'y a rien du tout. Donc, on va demander, à titre d'avocat des prêteurs, une entente directe avec l'acheteur. Qu'est-ce que c'est une entente directe? Ça va être les prêteurs, le promoteur, plutôt le fournisseur et l'acheteur. L'entente directe va dire, si jamais le producteur est en défaut, dites-le moi à moi prêteur, parce que et laissez-moi la possibilité peut-être de voir si je peux remédier ou encore de me céder le contrat pour que je puisse le transférer, parce que sans contrat, ce projet ne vaut rien. Donc, c'est pour ça qu'on s'assure d'essayer de pouvoir d'avoir une entente directement avec l'acheteur. D'accord? Est-ce que c'est... On a parlé du risque du gouvernement de ne pas payer, mais il y a d'autres risques, qui est par exemple la force majeure naturelle et politique. Alors, je dirais la force majeure naturelle, vous pouvez l'imaginer, une explosion, des émeutes. Alors, c'est sûr que ça peut arriver, surtout quand c'est niveau politique, on peut penser que c'est peut-être un peu plus élevé dans certaines juridictions d'autres. Là, je sais que je suis filmé, je fais attention, là, mais c'est pas uniquement en Afrique, par exemple, qu'il y a des gouvernements qui vont décider d'annuler des contrats d'achat d'électricité. Si vous connaissez la carte du Canada, vous allez voir, ça peut arriver ailleurs. Donc, c'est un risque qui peut exister, mais naturellement qui peut être plus fort dans certains pays s'il y a des changements de gouvernement. Un autre cas, c'est par exemple le changement de législation de fiscalité. Donc, souvent, pour attirer des investisseurs étrangers, le gouvernement peut des fois donner des exonérations fiscales. C'est-à-dire de dire que pendant les X premières années, il n'y aura pas d'impôt qui sera payé ou d'abord tout ce qui est importation d'actifs. Il n'y aura pas d'impôt de la société pour lui donner un peu plus d'eau au moulin initialement. Et ça va être reflété théoriquement dans un modèle financier et dans le cas de base et finalement dans le tarif. Parce que si le promoteur sait qu'il n'y a pas d'impôt à payer pendant 3 ans, il va pouvoir faire son projet avec un tarif plus bas que s'il paye de l'impôt. Donc, tout ça revient un peu neutre.
Mais donc, si le jour 1, on sait qu'il n'y a pas d'impôt ou un impôt réduit pour les attirer, et après, une semaine après, paf, un impôt est énorme, c'est pas prévu, ça peut mettre en danger le projet. Par exemple, changement de législation, du jour au lendemain, plus le droit d'avoir d'investisseurs étrangers dans un pays, plus le droit d'avoir ci, plus le droit d'opérer ça. Ça, c'est un risque. Et encore, pour se couvrir contre ce risque-là, le changement de législation de fiscalité, c'est encore la garantie contre le risque politique. Donc, que je mentionnais tout à l'heure, qui peut protéger en cas de bris de contrat, également protéger en cas de changement de législation. D'accord? Parce que, sachant que c'est en général le gouvernement qui est derrière l'acheteur, dans beaucoup de projets, on va vouloir s'assurer que si jamais indirectement, l'acheteur dit « moi je peux payer, mais j'ai plus le droit de payer par telle loi, on me refuse le droit d'acheter », donc là, ça serait une garantie contre le risque politique. On pourrait dire que c'est vraiment qui pourrait être enclenché. Un autre risque de convertibilité des fonds, rapatriement et risque de taux de change. Ça, c'est un sujet très d'actualité dans les projets en Afrique. Alors, la convertibilité des fonds. Alors, c'est que les prêteurs, eux, vont vouloir prêter, alors comme si on parle de prêteurs soit internationaux, vont vouloir prêter en euros, en dollars US, pour un projet qui va dans une zone où est-ce que la devise est différente, par exemple en francs CFA. Et je vais mélanger tous les concepts, et vous allez voir où est-ce que je m'enligne. C'est que lorsque le projet génère de l'électricité, l'acheteur, qui est le gouvernement local, va vouloir payer, lui, en devise locale. D'accord? Donc, moi, je rembourse en francs CFA pour l'électricité achetée. Et là, après, le prêteur, une fois que ça va donc du local à la société de projet, dans un compte, la société de projet va dire, bon, avec l'argent, je dois rembourser mes prêteurs. Donc, je dois sortir l'argent du pays parce que mes prêteurs ne seront pas dans le pays. Je dois sortir l'argent du pays et je dois convertir la devise. Et donc là, il y a plusieurs problèmes le risque de taux de change qui peut fluctuer. La devise, c'est un sujet d'actualité pour... Encore cette semaine, on parlait de la stabilité du franc CFA. Est-ce qu'on peut aussi sortir librement les fonds d'un pays? Parce que ça, c'est la première chose qu'on va regarder d'avocats, des prêteurs ou des promoteurs. Mais s'il y a un changement de loi, disons, on ne peut plus sortir de fonds, l'argent reste prise dans le pays, c'est problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, réduire ce risque? C'est une autre question. Les prêteurs, ce qu'ils aiment, ils vont dire, alors on va y aller par petites étapes. Ils vont dire, moi je prête en dollars US, en euros, dollars canadiens, pour d'abord limiter la possibilité que l'argent reste prise dans le pays, qui est le concept de rapatrier les fonds, de pouvoir sortir les fonds. Ils vont souvent dire, ils vont demander à l'acheteur, on aimerait que tu payes une partie ou une totalité des revenus dans un compte, dans une autre juridiction. Où est-ce que là, on sait qu'il n'y aura pas de problème. D'accord? Donc ça donne un confort aux prêteurs que l'argent va sortir. Et les promoteurs, en général, sont très contents aussi de ça parce qu'ils savent que l'argent va déjà sortir du pays. Une autre chose qui peut être faite, c'est de diviser, comme là, on divise les comptes. Il peut y avoir une partie qui est payée localement, une partie qui est payée dans un compte à l'extérieur, en Europe, par exemple, au Canada ou aux États-Unis. Et après, c'est de dire aussi que le paiement va être fait, une partie va être faite en devise locale, une partie va être faite en devise étrangère. Donc là, le risque de conversion va être sur l'acheteur. Et là, pour le prêteur, il va savoir, moi, ma dette est en euros, 80% un pourcentage X des revenus va être en euros. Comme ça me donne un certain confort. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, sur ces risques-là, par exemple, on peut également, la garantie contre le risque politique peut protéger pour le libre rapatriement ou la convertibilité, mais naturellement, le taux de change, ça, c'est des produits dérivés qui peuvent essayer de limiter ça, mais ça, c'est un autre sujet. Alors là, on parle que tout va bien. Mais nous, les avocats, on est là, en général, pour anticiper que ça va mal. Et malheureusement, ou heureusement pour certains, dépendant de quel côté qu'ils sont,
les choses ne vont pas toujours bien. Alors, quand les choses ne vont pas bien, c'était la question, et désolé monsieur, j'ai pris un peu plus de temps à vous répondre, mais c'est la question de règlement des différends. Qu'est-ce que vous pensez que les prêteurs aimeraient voir? L'arbitrage. Alors, l'idée, c'est que... Alors, il y a deux possibilités, des tribunaux d'arbitrage, d'accord? Et après, la sous-question, les tribunaux où et l'arbitrage où, d'accord? Et quelles lois vont régir c'est dans le cas de l'arbitrage. Alors, c'est sûr que l'acheteur, qui est le gouvernement, eux vont vouloir promouvoir les lois locales, les tribunaux locaux, d'accord? Et là-dessus, je fais un aparté, mais vous serez surpris, parce que je pose souvent la question, qu'on peut penser, ce que les prêteurs vont souvent penser, qu'il y a, a priori, si on veut poursuivre le gouvernement, la Société d'État d'électricité dans une juridiction, on va frapper un mur, c'est sûr qu'on ne pourra jamais gagner parce qu'un juge ne va pas condamner une administration comme la Société d'État d'électricité. Mais ce que j'apprends, c'est que souvent le gouvernement me dit, vous serez surpris que localement, les juges, au contraire, ils sont indépendants et des fois, ils vont être encore plus durs pour l'État que pour les étrangers, donc ils n'auront aucun problème de condamner. Mais malgré ça, les prêteurs, eux, vont dire, non, mais nous, on veut pas prendre de risques. Donc, les prêteurs vont vouloir que ce soit un tribunal à l'extérieur, donc du pays. Donc, les possibilités, c'est de faire soit un tribunal à l'extérieur du pays ou encore un arbitrage. Et dans l'arbitrage, les prêteurs vont dire on veut un arbitrage à Genève, un arbitrage à Paris, un arbitrage à Londres. Et là, le gouvernement va dire mais c'est un peu dommage parce qu'on aimerait ça encourager un arbitrage un peu plus local. Et là, dépendant des juridictions, on obtient des choses assez intéressantes. Alors, nous, on est assez fiers parce que, je fais un autre aparté, là, je sais que j'en ai fait plusieurs, mais dans 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a un droit uniforme qui s'appelle le droit OHADA. D'accord? C'est un droit qui avait été créé en 1999 par des différents actes uniformes sur le droit des affaires. Et il y a un acte également sur l'arbitrage. Il y a une cour commune de justice qui est à Abidjan, avec donc des règles de procédure d'arbitrage indépendantes. Ce qu'on arrive maintenant à obtenir dans certains projets, c'est tant du côté prêteur que du côté gouvernement que du côté promoteur, c'est de dire, au lieu d'être en cas de différend, qu'il y a un arbitrage à Genève, à Paris, à Londres, New York, on fait un arbitrage à Abidjan sous l'ère de l'OHADA. Et ça, je trouve ça bien parce que ça encourage naturellement l'arbitrage local. Et il y a beaucoup d'attention qui ont été mises sur l'OHADA pour créer des actes uniformes. Noublix, on a eu la chance de collaborer à des actes uniformes. Donc, je trouve ça bien de pouvoir l'appliquer en pratique. Donc, voilà. Donc, maintenant, il commence à y avoir plusieurs jurisprudences de droit OHADA. C'est un peu plus... voilà, on commence à y arriver. Donc, la réponse claire, c'est soit les tribunaux, en général, à l'extérieur du pays, ou encore l'arbitrage. Et l'arbitrage OHADA versus l'arbitrage CCI, Genève, Paris, ou encore à Londres, New York, on voit aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous allez par échelon, est-ce que vous préconisez tout de suite l'arbitrage au tribunal ou d'abord une médiation, par exemple? Alors ça c'est des clauses qui se négocient. Alors, en réalité, chaque contrat est différent, mais en général, nous, on a dit pour une partie, on va dire qu'il y a au moins une médiation qui se fasse rapidement. S'assurer que les têtes dirigeantes puissent être ensemble pour éviter d'aller en arbitrage pour rien. Mais voilà, donc ça, c'est du cas par cas, mais souvent, moi, je préconise la médiation pas trop longue, parce que si c'est juste 6 mois de médiation, on sait qu'il ne va rien se passer pendant 5 mois et 3 semaines. On va faire une médiation, donc une médiation, et après, ça ne marche pas, on peut aller en arbitrage. Vous avez insisté sur le lien qui existe entre le promoteur et le prêteur. Est-ce que dans le cadre d'un contentieux, il y aurait des implications pour le prêteur? Alors, ça dépend c'est quoi le contentieux. Alors, le lien, c'est-à-dire que juste pour que ce soit clair, il y a une société de projet qui est détenue par les promoteurs et les prêteurs vont financer 70% des coûts du projet et les promoteurs 30%, un schéma typique. Donc, c'est clair que s'il y a un problème, il peut y avoir un problème avec la société d'État qui ne paye pas,
le prêt va être rapidement en défaut. Donc, les prêteurs risquent d'être ceux qui vont vouloir prendre le projet en main. Alors, ça dépend du problème, du différent. Si c'est simplement dans le contrat d'achat de crédité, il y a une clause d'indexation, ils ne s'entendent pas entre l'acheteur et la société de projet, ils vont aller en arbitrage discuter de ça. Le prêteur va regarder ça avec un œil attentif, mais s'assurer que ça fonctionne selon les balises ce qu'on appelle d'un modèle financier. On avait prévu une certaine indexation. Si l'indexation est différente, comment ça va impacter le remboursement de la dette? Donc là-dessus, le prêteur va être assez... Mais dépendant de quel est l'impact, parce que des fois, le promoteur peut dire « je remets les clés » au prêteur, dit « moi, je ne veux plus rien faire ». Et là, c'est le promoteur qui a des sûretés sur tout ce qui bouge et il va prendre les recours qu'il faut.